messieurs les participants, chers panélistes, chers collègues, distingués invités, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé. L'UNESCO ICBA est heureux et honoré de vous accueillir à ce webinaire francophone sur la réouverture des écoles, partage de connaissances et d'expériences en Afrique. Aujourd'hui, les échanges vont tourner autour de l'expérience du Sénégal. Permettez-moi tout d'abord, au nom de la directrice de ICBA, qui aurait bien voulu assister à ce webinaire, mais retenu par d'autres tâches, de remercier le ministère sénégalais de l'Éducation nationale et plus particulièrement Madame la secrétaire générale du dit ministère, qui a répondu de manière spontanée à notre invitation de faire partager l'expérience sénégalaise relative au processus de réouverture des écoles suite à l'interruption des cours du fait de la pandémie de la COVID-19. Nous profitons également de l'occasion pour adresser notre gratitude à nos collègues du bureau UNESCO de Dakar qui ont bien voulu relayer cette demande et en faire le suivi nécessaire. Comme vous le savez, l'apparition de la COVID-19 avait fini par bouleverser le monde et de mettre tous les secteurs de la vie sens dessus-dessous. Le domaine éducatif, évidemment, vous le savez bien, n'est pas en reste. Et on peut même dire qu'il fait partie des domaines qui ont payé le plus lourd tribut face à ces déchirures structurelles imposées à la société dans son ensemble par cette petite bête invisible aux effets dévastateurs. Après que la quasi-totalité des États ont décidé de fermer leurs écoles dès le mois de mars 2020 pour endiguer la propagation du virus, certains d'entre eux ont peu à peu commencé le processus de réouverture depuis le mois de juin dernier. Cette question de réouverture, justement, est une question complexe, très sensible et exige que le système éducatif y soit bien préparé sur le plan des infrastructures et du processus pédagogique, mais aussi du côté du corps enseignant, des élèves et des parents, bref, de toute la communauté scolaire. Afin d'aider les États membres dans cette décision sensible, du point de vue politique, certaines institutions internationales, à l'image de la Banque mondiale, du Programme alimentaire mondial, de l'UNESCO et de l'UNICEF, ont publié un cadre de réouverture des écoles qui fournit des orientations et des recommandations pour aider les autorités nationales et locales à décider pour quelles raisons, quand, comment et dans quelles conditions rouvrir les établissements d'enseignement. Sans entrer dans les détails de ce cadre, je vais juste tenter de partager quelques éléments qui y sont préconisés en guise de réponse à ces questions citées ci haut. Pourquoi et quand rouvrir les écoles? Le calendrier de réouverture des écoles doit être déterminé en fonction de l'intérêt supérieur de l'enfant qui, je le rappelle, doit être au centre de nos préoccupations, mais aussi en fonction de considérations générales en matière de santé publique, si nous nous souvenons que la cause des fermetures était une cause d'ordre sanitaire. Il doit s'appuyer également, ce calendrier, sur l'évaluation des avantages et des risques, ainsi que sur des données intersectorielles propres au contexte, notamment les données relatives à l'éducation, à la santé publique et aux réalités socio-économiques. Dans tous les cas, il est essentiel de trouver le moment le plus propice pour procéder à une réouverture. Si c'est trop tôt, cela mettra en danger la santé publique, mais si cette réouverture arrive tardivement, la perte d'enseignement continuera de s'aggraver, surtout pour les plus vulnérables. Et n'oublions pas que, comme l'UNESCO le stipule dans un de ses principes, no one should be left behind. Il ne faut laisser personne en rade. Une telle décision doit être prise de concert avec parents, enseignants et communautés scolaires en fonction de la situation et de l'évolution de la pandémie, en s'appuyant sur les conseils émis par les autorités sanitaires de chaque pays. Comment procéder pour réussir, pour assurer une réouverture réussie? Selon le cadre cité ci haut, la réouverture des écoles nécessite une approche en 3 étapes, soutenue par un plan continu de suivi et de réajustement, aussi bien avant la réouverture, pendant le processus de réouverture, que lorsque les écoles
ont fini de rouvrir leurs portes. Parmi ces étapes, donc, nous pouvons citer l'évaluation des besoins et des capacités. Il s'agit en sorte de faire un état des lieux qui passera par la définition des principes directeurs pour une bonne stratégie. Donc, l'établissement d'une feuille de route qui va déterminer ces principes du genre, est-ce que la reprise sera faite par tout le monde? Est-ce que ce sera une reprise graduelle? Est-ce que ce sont les classes d'examen qui vont reprendre d'abord? Est-ce que ce sont les classes charnières, etc., etc. Le deuxième point de cette évaluation porte sur l'évaluation des besoins des élèves en matière d'apprentissage à distance et en présentiel. Ensuite, procéder à l'évaluation de l'axe, à l'évaluation de l'accessibilité et de l'efficacité des solutions d'apprentissage jusqu'ici mises en jour, de l'apprentissage à distance, l'utilisation de l'Internet, l'utilisation des masses médias, l'utilisation de la reprographie, etc. Ensuite, procéder à l'évaluation de la capacité des enseignants, aussi bien sur le plan technique que sur le plan médical. N'oublions pas que la COVID-19 a surpris tout le monde et que personne ne s'y était préparé. Donc, il est bon que l'on sache le niveau technique, n'est-ce pas, acquis par les enseignants pour pouvoir mener à bien ces enseignements. Mais pour ce qui est de la réouverture, nous devons considérer la santé des enseignants pour voir ceux qui souffrent de certaines comorbidités pour ne pas les exposer au risque d'une contamination. Autre point, c'est l'évaluation de la disponibilité de l'espace physique pour l'apprentissage en présentiel. Et enfin, l'évaluation de la disponibilité et de la flexibilité des leviers de soutien tels que la restauration aux besoins, le nettoyage sûrement et le budget pour faire face à certaines dépenses. Donc, voilà la première étape de cette approche. Deuxième étape, décision de la mise en œuvre d'un apprentissage hybride, alliant donc enseignement présentiel, enseignement à distance, pour chaque classe et pour chaque type d'élève. Cette décision passera par une détermination des classes prioritaires, comme je le disais tout de suite, devant bénéficier d'une reprise des apprentissages en présentiel. Je pense que nos collègues et amis du Sénégal nous parleront largement de ce point-là. La détermination de la quantité de temps d'apprentissage en présentiel devant être alloué à chaque classe. Ça aussi, il est bon de déterminer ce temps-là. Ensuite, déterminer pour chaque classe les priorités accordées aux élèves vulnérables, parce que ces élèves aussi, on doit les prendre en charge. Troisième étape de cette approche, c'est l'opérationnalisation du modèle d'apprentissage hybride pour chaque classe. En décidant les matières qui doivent être privilégiées pour un enseignement à distance et celles à envisager pour un enseignement en présentiel. Ensuite, déterminer les contenus qui devraient être prioritaires pour l'apprentissage en présentiel. Organiser un système de rotation qui distribue l'accès à l'apprentissage en présentiel chez les élèves. Définition d'un modèle de répartition des enseignants par classe ou par discipline, puisque ce ne sont pas toutes les classes qui fonctionnent, mais tous les maîtres qui sont en mesure de procéder à ces enseignements devraient être mis à contribution et il serait bon que l'on puisse faire une répartition de ces maîtres-là par classe si c'est l'élémentaire ou par discipline si ce sont les autres ordres d'enseignement, notamment le moyen et le secondaire. Il faudrait aussi envisager de renforcer les capacités des enseignants pour assurer un apprentissage hybride de qualité, mais capacités en tout genre, notamment à l'utilisation des nouvelles technologies de l'éducation, de la communication. Quatrième étape, dans quelles conditions rouvrir les écoles? Afin de bien réaliser cette approche et réussir la réouverture des écoles, il faut au moins 3 conditions. La protection physique, notamment les conditions d'hygiène satisfaisantes, la disponibilité du personnel scolaire, en particulier les enseignants, puisque ce sont eux qui doivent assurer les enseignements apprentissages, et la capacité des administrations et institutions locales pour mettre en place des changements tels que les mesures correctives et autres réagissements nécessaires en fonction des réalités du milieu. C'est tenant compte de ces conditions que nous avons procédé au choix de nos invités, qui nous viennent du niveau institutionnel, le ministère, mais du niveau déconcentré, les inspections d'académie et les inspections d'éducation et de la formation, mais aussi des acteurs de la ligne de front que sont les enseignants. En conclusion, je dirais que pour assurer une réussite du processus de réouverture, il est important de tenir compte du contexte du pays, mais aussi
de développer une synergie entre les différentes parties prenantes du système éducatif qui doivent coordonner leurs actions tout au long du processus. Il n'y a point de doute que les présentations auxquelles nous aurons droit tout à l'heure nous donneront raison. Et les échanges qui s'en suivront déboucheront sur de fortes recommandations que les différents participants s'approprieront et adapteront au contexte de leur pays respectif. Sur ce, je vous remercie de votre aimable attention et remets la parole à monsieur le modérateur en attendant de revenir pour remercier les panélistes et les participants. Bernard, à vous. Merci Saliou, merci beaucoup pour l'introduction qui est la note d'ouverture qui donne un aperçu sur le contexte de ce webinaire et la discussion qui va suivre. Et maintenant, nous allons passer au premier panéliste qui est M. Chekna Lam, le directeur de la réforme et la planification de l'éducation au ministère de l'Éducation au Sénégal. Monsieur Lam va partager l'expérience du Sénégal relative à la réouverture des écoles, et notamment la planification des arrangements pédagogiques et les pratiques de classe. Monsieur Lam, à vous la parole. Merci beaucoup Bernard. Merci à Saliou qui vient de nous donner les grandes orientations dans la note clé. Je voudrais peut-être préciser que cette présentation sera un morceau et qu'il faudrait superposer les 4 pour avoir la politique globale du Sénégal. Donc, c'est dans une démarche de complémentarité avec l'IGEF qui a coordonné toutes les activités pédagogiques depuis la conception jusqu'au niveau du suivi, avec l'IEF qui, de par son engagement dans le suivi des activités au niveau déconcentré a été invité, mais aussi l'expérience pratique au niveau classe, pour dire que c'est toute vraiment la gamme de gestion de cette pandémie au niveau scolaire qui voudrait vraiment que nous voudrions présenter en guise de partage d'expérience. Par rapport à la première présentation, on va revenir sur les grandes lignes du plan de riposte à la COVID, et notamment sur le dispositif de réouverture qui a été mis en place par M. le ministre de l'Éducation avec tous les acteurs du secteur de l'éducation au niveau du Sénégal. Slide. Et on voudrait insister sur 3 points. D'abord sur l'impact qui a été décidé par les autorités sanitaires et ce que ça a posé comme défi au niveau de l'éducation. Ensuite, le plan de riposte qu'on a mis en place au niveau du ministère, au niveau du secteur même, pour contrer un peu la pandémie, et le dispositif opérationnel de réouverture progressive qui a fait l'objet d'une option par les autorités politiques du pays. Slide. Par rapport à l'impact, en guise de rappel, c'est le 14 mars 2020 que les autorités ont décidé la fermeture des établissements pour endiguer un peu les effets néfastes de la pandémie. Et ça a eu comme conséquence la suspension des enseignements et des apprentissages pour 16 200 écoles globalement, du préscolaire au secondaire, mais aussi les statistiques universitaires ne sont pas prises en compte dans ces nombres-là. Pour 3 500 000 élèves, toujours du préscolaire au secondaire, et 120 000 enseignants qui ont été contraints de rester à la maison en fermant ces écoles-là. Et c'est à ce moment que le MEN a opté pour 3 priorités. La première, c'était de contribuer à la riposte nationale contre la pandémie de la COVID, parce que le système éducatif a été un bon levier pour contribuer aux côtés des autorités sanitaires à la sensibilisation, à la lutte au respect des mesures barrières. La deuxième priorité était de préserver la continuité des enseignements et apprentissages et derrière aussi la continuité du service administratif. Et la troisième priorité était de définir une stratégie post-crise pour la réouverture, parce que la particularité au niveau du ministère était que dès la fermeture, le ministre a mis en place un dispositif pour réfléchir sur la réouverture, donc une certaine anticipation. Slide.
Et le plan de riposte qui a été mis en place permet d'assurer le suivi de la crise, mais aussi de planifier la réouverture, comme ça a été dit tantôt, avec notamment la mise en place d'une cellule, un comité ministériel de gestion de la riposte, qui a été créé par M. le ministre par arrêté et coordonné par Mme la secrétaire générale avec sous 4 commissions. Une commission sensibilisation, notamment sur les gestes barrières, pour préserver un peu la santé de l'ensemble des enseignants et des apprenants. Un sous-comité pédagogique coordonné par Mme Ligef qui va faire une présentation spécifique, qui avait été chargé de produire l'ensemble des outils pour assurer la continuité, mais aussi coordonner un peu la formation des enseignants pour s'adapter à la nouveauté. Un sous-comité formation pour la mise à niveau de tous les enseignants sur les aspects liés à l'enseignement à distance, mais aussi sur les mesures barrières, et un sous-comité reprise pour prévoir un peu les conditions dans lesquelles on va réouvrir toutes les écoles et anticiper sur la résilience. Le second aspect de planification a porté sur un plan de résilience à la pandémie qui a été élaboré avec l'ensemble des services techniques, qui a épousé 4 axes. Le premier axe stratégique a porté sur la continuité du travail administratif, notamment sur la mobilité du personnel. Et comme il y avait des restrictions en temps de présence, comment est-ce qu'on devrait aider tous les travailleurs du ministère au niveau central comme déconcentré à faire du télétravail en ayant un minimum de personnel sur place indispensable. Deuxième axe stratégique, assurer la continuité des enseignements-apprentissages avec 3 modalités. Une plateforme numérique, des enseignements TV et radio et des ressources physiques pour les zones qui sont inaccessibles. Mais à ce niveau-là, Mme Ligef qui a coordonné cette deuxième axe va revenir en détail sur les aspects. Troisième axe stratégique, c'est la préparation de la phase post-crise, notamment l'élaboration d'un plan de réouverture des structures d'enseignement-apprentissage. Quatrième axe stratégique, c'est la communication, les aspects liés à la santé et à la nutrition, avec la mise à disposition de kits d'hygiène au niveau des maisons pour les élèves qui sont désormais dans leur foyer, de kits alimentaires, donc accompagnement avec les restrictions liées au déplacement et l'accompagnement psychosocial pour les élèves les plus vulnérables. Slide. Maintenant, le dispositif de réouverture progressive qui a été mis en place est parti de l'élaboration d'un protocole sanitaire, parce que tout est parti du ministère de la Santé, avec notamment ce qu'ils ont appelé les procédures opératoires normalisées, élaborées par une équipe du ministère de la Santé, équipe dans laquelle la direction au niveau du ministère chargée de la santé scolaire a participé avec la DSMS. Et c'est à l'issue de ce protocole global externe au ministère qui a établi les normes générales qu'il faudrait respecter pour assurer une réouverture sécurisée, que les techniciens du ministère autour de la direction de la planification sont allés vers l'élaboration d'un document d'orientation pour la réouverture. Et ça, c'était suite à une commande des autorités politiques avec 3 scénarios qui ont été proposés aux autorités. Un schéma vraiment optimiste avec une ouverture immédiate dès la fermeture des écoles, avec tous les élèves, mais en insistant sur les risques, en insistant sur un ensemble de protocoles à respecter qui étaient hors de portée pour un pays en développement. Et l'avis à ce niveau du comité technique était que ce n'était pas envisageable. Mais dans le schéma de planification, ça a été quand même retenu en tant que scénario. La deuxième stratégie, c'était un schéma intermédiaire avec une ouverture progressive, notamment avec les classes d'examen, puis les classes intermédiaires selon l'appréciation qui serait faite de l'évolution de la maladie, notamment par les services sanitaires, toujours dans le cadre des procédures opératoires normalisées. La troisième stratégie ou scénario, c'était le schéma extrême qu'il fallait quand même envisager en termes de planification. Comme la nouveauté, c'était une maladie
dont on avait peu de maîtrise. C'est chemin faisant que tous les acteurs ont appris de l'impact de cette maladie. On a voulu avoir un schéma extrême avec une ouverture vraiment différée à la prochaine rentrée scolaire, avec une jonction entre cette année-là et l'année prochaine, et toujours selon l'appréciation qui serait faite par les autorités sanitaires. Quand on a présenté ce document d'orientation qui est disponible, qui pourrait être partagé. Monsieur Lam, oui. Pourriez-vous résumer dans une minute? D'accord. Quand on a présenté ce document d'orientation, les autorités ont opté pour la solution médiane, notamment le schéma intermédiaire. Et sur la base de ce schéma intermédiaire, on est allé vers une feuille de route pour l'opérationnalité. On a élaboré un agenda des examens et on a entamé la mise à niveau du curriculum et la mise à niveau des écoles, notamment l'amélioration de l'environnement pour se projeter sur la réouverture. Ensuite, M. le ministre a engagé des concertations avec les familles d'acteurs, l'ensemble des familles d'acteurs, syndicats, parents, OSC, enseignement privé, PTF, pour qu'on puisse aller dans une démarche synergique. Et à l'issue de l'identification de l'ensemble des facteurs liés à la réouverture dans la feuille de route, on a mis en place un comité interministériel parce qu'on était conscient du fait que tous les aspects liés à la facilitation de la réouverture de ces écoles ne pourraient pas être réalisés à l'interne au niveau du ministère de l'Éducation. Et en tout cas, une vingtaine de ministères ont contribué à ce comité et ont facilité les aspects liés à la mobilité des enseignants, à la protection des enfants, au transport, pour qu'on puisse aller de manière vraiment optimisée vers une ouverture sécurisée. Slide. Et ça nous amène à un schéma qui offre une vue synoptique de ce dispositif-là de réouverture, avec deux leviers, un volet qui a porté sur les classes d'examen et un autre volet qui a porté sur la gestion des classes intermédiaires. L'IGF va revenir un peu sur le dispositif pédagogique. Et on verra que dès le 16 mars, on a décrété la fermeture des écoles. À partir du 25 juin, on est allé vers la réouverture uniquement pour les classes d'examen. À partir du mois de septembre, nous y sommes. Présentement, nous sommes sur les évaluations certificatives et on est en train de préparer activement la réouverture générale avec l'ensemble des élèves à partir de novembre. Et vous verrez que dans le dispositif pour les classes d'examen, on a maintenu tout à fait au début des cours en ligne, à la fois pour les classes d'examen, mais aussi pour les classes intermédiaires qui ne font pas l'objet d'un examen. Ensuite, à la réouverture, on est passé en cours présentiel pour le volet examen et pour les autres élèves. Ils ont continué en ligne avec les trois modalités. On est en train de procéder aux examens. Les cours en ligne continuent pour les classes intermédiaires. Ensuite, on ira aux vacances pour l'ensemble des deux corps. Et à partir de novembre, on aura une réouverture générale avec comme particularité une phase de transition pour tous les élèves parce qu'on a décidé que pour l'ensemble des élèves qui étaient dans une classe cette année, on va essayer de faire un pré-test pour apprécier les niveaux de performance, les renforcer pour combler un peu le gap parce que les cours en ligne vont sûrement apporter des informations aux élèves et des contenus, mais ce sera bon qu'on puisse les renforcer en présentiel et ensuite entamer la nouvelle année un mois après un post-test pour apprécier vraiment ceux qui ont besoin de régulation. Donc, c'est ce schéma global-là qui synthétise tout le dispositif qu'on a mis en place dans le cadre du document d'orientation, notamment avec une évolution progressive, mais en mettant le focus sur les classes d'examen pour sauver cette année et en continuant le suivi des élèves intermédiaires pour qu'on puisse véritablement assurer une bonne réouverture généralisée à la prochaine année scolaire. Slide. Voilà, maintenant, je pense que je vais remercier tous les participants. Et là, on offre une photo de l'environnement scolaire avec des initiatives locales qui ont été prises par les vaillants enseignants, surtout notamment en zone rurale, combler un peu le déficit de l'environnement et respecter ces mesures barrières. Et c'est à saluer parce que c'est des mesures internes qui ont été prises en attendant que le niveau central puisse mettre à disposition le outillage. Je vous remercie. Merci beaucoup.
Allô, Bernard? Bernard? On ne vous entend pas bien. Non, il y a un son de fond là. Bon, peut-être les autres vous entendent, mais je ne vous entends pas très bien. Peut-être que vous pouvez réagir sur votre micro. Non, il y a un problème. Il y en a beaucoup de bruit. Il y a un bruit de fond. Il y a un bruit de fond à votre niveau. Mais Bernard, en attendant que vous vous affairiez autour de ça, je pense qu'on peut passer à la deuxième présentation. Très bien. Ce sera faite par la doyenne d'NSN, doyenne de l'Inspection générale de l'éducation et de la formation. Donc, Madame Sen, si vous êtes en position, vous pouvez commencer votre présentation et José va la défiler. Merci. Bernard peut arrêter son micro aussi en même temps. Comment? Allez-y. C'est bon? Oui, c'est parfait. Voilà, je reprends. Je vais commencer par saluer chacun en ses titres, grades et qualités. Et me réjouir de l'organisation donc de cette session de partage. Et entrer dans le vif maintenant du sujet parce que le timing est serré. Remercier donc M. Depré de terminer sa présentation. Et enclencher la mienne en faisant l'économie maintenant de tout ce qui a été déjà dit par M. Le Depré. Donc, il y a eu effectivement la COVID, effet de surprise, ça a créé la stupeur, mais il y a eu le sursaut. Et ça, c'est à l'international, c'est à saluer. C'est cela qui nous a permis, au Sénégal, dans le cadre de la France à la maison, je ne reviens pas sur le contexte qui a vu sa création, avec apprendre à la maison dans son volet pédagogique, nous avons tenté d'assurer la continuité pédagogique. Mais on a de faire une Monsieur Ayouba, pouvez-vous arrêter votre micro, je vous en prie. Comment? Monsieur Ayouba Boré peut arrêter son micro. Ça fait des bruits. Monsieur Ayouba. Monsieur Ayouba Boré, please. C'est bon, je l'ai coupé. C'est bon. Merci, salut. Allez-y, doyen. Et donc, je disais, cette catastrophe a eu à surprendre tout le monde, mais il y a eu ce sursaut. Au sens où, véritablement, au Sénégal, on a cherché à mettre en place un dispositif pour assurer la continuité pédagogique. Maintenant, pour être très clair, on n'a pas cherché à remplacer l'enseignant, on a cherché à occuper les apprenants pour qu'il n'y ait pas de décrochage. Et on est parti aussi d'une évaluation de ce qui a été enseigné, au sens où nous nous sommes rapprochés des académies, nous sommes entrés jusque donc dans les écoles pour voir en fonction des progressions harmonisées et des évaluations standardisées ce qui avait été établi. C'est sur la base de cette collecte d'informations analysées que nous avons mis en place le dispositif de continuité pédagogique. Point de départ, donc, pour entrer dans cette continuité, capitaliser l'existant. Nous avons, pour les apprenants, capitalisé ce qui a été fait dans le cadre d'un projet qui s'appelait chez nous le projet ressources numériques pour tous qui avait démarré en 2016. Avec 3 disciplines, les mathématiques, les sciences physiques et la philosophie. Parce que c'est des disciplines où nous avons des difficultés, pas suffisamment d'enseignants, des perturbations régulières qui grevaient donc le quantum horaire
et la nécessité de mettre en place un dispositif pour compenser. Donc, nous sommes partis de ces ressources numériques pour tous pour mettre en place un projet d'élaboration de ressources numériques destiné dans un premier temps aux apprenants des classes d'examen, comme M. Le Depré a eu à le dire. Le choix, on ne peut pas dans ce contexte reprendre avec l'ensemble des apprenants. Il fallait faire un choix. Nous avons choisi les classes d'examen, notamment la 7e, la 3e, la terminale. Et donc, autre difficulté majeure qu'il fallait régler à partir donc du moment où ce choix a été effectué, comment garantir l'équité? Parce que si nous sommes dans les ressources numériques, dans le digital, le danger, et il est toujours présent, c'est de creuser les inégalités, donc d'être dans l'inéquité. C'est cela qui nous a amené, dans un premier temps, à dire oui, il faut des ressources numériques, mais second moment, comme palliatif, penser à aller vers la télévision. Donc, c'est ce qui a créé ce canal 20 avec l'appui donc de la RTS, Radio-Télévision du Sénégal, mais aussi l'appui d'un autre partenaire qui a mis à notre disposition ce qu'on appelle la TNT. Mais avec comme insuffisance aussi la non-disponibilité de la TNT dans toutes nos académies. Donc, on a réduit les écarts, mais on n'a pas réussi à les prendre en charge intégralement. Mais nous nous sommes dit, à partir de ce moment, comment montrer dans la télévision nationale ce que nous voyons dans le canal 20, c'est-à-dire la TNT. Et donc, on a utilisé notre partenariat avec la radio-télévision nationale pour avoir des plages horaires. Ce n'était pas toujours suffisant. Il a fallu qu'on affine la réflexion. On s'est dit il faut aller vers le bouquet Canal Horizon. Un courrier a été initié jusqu'au moment où nous parlons. Nous n'avons pas encore eu le retour. C'est juste des points d'attention parce que nous étions dans la réaction. Aujourd'hui, il s'agit de construire un véritable dispositif en essayant d'identifier donc ce qui n'a pas marché, ce qui n'était pas une solution qui n'est pas durable, mais juste qui a été utilisée pour pouvoir donc aller de l'avant. Donc, de ce point de vue, aujourd'hui, nous avons à côté donc de Canal la possibilité d'être sur la chaîne nationale, mais avec comme difficulté la non-couverture à partir de ces deux canaux de la totalité du pays, du territoire. Donc, on ne touche pas tous les apprenants. Nous avons mis en place une plateforme. Et donc, véritablement, avec cette plateforme, nous avons cherché à élargir encore en mettant un lien que l'élève peut utiliser pour, à partir de son smartphone. Ça, c'était beaucoup plus, ça nous rapprochait beaucoup plus de la maison de l'apprenant. L'utilisation donc du smartphone pour avoir en direct, en temps réel, donc le cours qu'on diffuse sur Canal 20, donc avec la télévision. Il a fallu aussi aller plus loin que cela. Si nous sommes dans une zone où nous n'avons pas la télévision, une zone où nous n'avons pas Internet, donc aujourd'hui, des zones enclavées, totalement donc défavorisées, on a pensé à offrir à ces apprenants-là des versions physiques. Il faut comprendre ce qui est intéressant, c'est ce même cours donc tout au long de ce processus, en utilisant maintenant. Oui. Oui.
Allô, je ne vous entends pas. Je pense que... Allô? Je pense que Allô, Bernard je vous a entends quelques... maintenant. C'est bon, vous m'entendez? Je vous entends parfaitement, moi. Oui, Bernard a quelques soucis avec son micro, mais il voulait juste vous rappeler que vous demandez si vous pouvez résumer en 2 minutes votre présentation. En réalité, je ne fais que résumer. Voilà. Je vous donne la réponse. C'est pratiquement terminé. Je vous ai dit, ma présentation, c'est un slide. C'est ça. Le reste, ce sont des captures d'écran. Bien, donc, nous en étions à cette nécessité de recourir à des versions physiques pour nous rapprocher encore de l'apprenant. Voilà un tout petit peu le paquet qui a été utilisé. Donc, il y a eu la télévision, il y a eu ces versions physiques, mais nous avons aussi contractualisé avec les radios communautaires pour diffuser des cours. Et aujourd'hui, au moment où nous parlons, nous avons mis en place une plateforme canaleducation.sn avec possibilité pour les apprenants de faire des téléchargements donc, en fonction de leur disponibilité. Ensuite, il a fallu, pour accompagner les enseignants, entrer dans une logique de formation donc fast track. Et nous avons formé des milliers d'enseignants sur Google à l'utilisation de Google Classroom. Avec l'appui donc de nos partenaires l'UNESCO, nous avons formé 200 technopédagogues avec obligation pour chaque formé de démultiplier auprès de 100 enseignants. Et donc, tout cela, en réalité, va être capitalisé pour préparer la reprise prochaine prévue au mois de novembre donc 2020. Parce que nous aurons un mois de consolidation et il va falloir accompagner ce mois parce que nous savons que nous avons fait des efforts, mais que nous n'avons pas touché l'intégralité de notre cible. Maintenant, pour ce qui est du reste, les images que vous voyez, on peut les faire défiler. C'est juste des captures d'écran pour matérialiser un tout petit peu ce que j'ai résumé. Là, on voit une institutrice qui fait un cours en langue et communication. Vous avez le déroulé qui résume ce que je viens de dire. On vous donne les productions, la grille des programmes, une image capturée avec les différents niveaux qu'on peut toucher avec apprendre à la maison. Et maintenant, cette formation en technopédagogie avec l'accompagnement de nos partenaires. Et Monsieur le ministre de l'Éducation qui est là, c'est l'image finale, qui s'est battu pour pouvoir justement honorer les engagements, en tout cas la directive présidentielle. Je vous remercie. Merci. C'est bon? C'est bon? Je pense que Bernard a toujours des soucis avec son micro. Bernard? Ouais, permettez-moi de remercier Madame la doyenne de l'IGF pour avoir partagé avec nous le contexte et la justification, n'est-ce pas, et certaines initiatives comme apprendre à la maison. Une initiative qui, évidemment, comme elle l'a dit, ne couvre pas l'ensemble du territoire, mais qu'elle cherche à que les autorités cherchent à renforcer à travers d'autres initiatives sur lesquelles nous reviendrons peut-être dans les discussions. Donc, merci beaucoup, Madame la doyenne. Et les participants ne manqueront certainement pas de vous interpeller à travers quelques questions, n'est-ce pas, en utilisant le chat room. Donc, merci beaucoup. Alors, merci. À présent, nous allons passer la parole à Madame Fatoumata Diallo-Dramé, qui est l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Sangalkam, une localité située au Sénégal. Donc, Madame Fatoumata Diallo-Dramé représente en quelque sorte les institutions déconcentrées. Madame Dramé, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci, M. Sall. Permettez-moi d'abord de vous remercier de m'avoir invité à ce webinaire. Remercier aussi le ministère de l'Éducation nationale, ses partenaires et tous mes collaborateurs.
Donc, c'est une occasion pour moi de partager les expériences vécues. Allô? Allez-y, Madame Dramé, IF. Vous m'entendez? Oui. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi couper votre vidéo. Hein? Vous pouvez aussi désactiver votre vidéo si vous voulez. Mais continuez, s'il vous plaît. Je désactive la caméra. Allez-y. C'est bon. D'accord. Donc, je disais tantôt que c'est une occasion pour moi de partager les expériences vécues au niveau de la circonscription de Sangalkam. Et je vais vous faire donc la présentation des activités qui ont été menées depuis le début de la crise. Donc, pour rappel, diapo. Pour rappel, comme l'a dit tantôt M. Le Després, le 2 mars 2020, c'était la détection du premier cas au Sénégal et que le 14 mars 2020, décision donc prise par le président de la République de fermer tous les établissements scolaires et universitaires. Et comme première disposition prise par l'IEF pour s'adapter à cette crise de la COVID-19, nous avons mis en place un comité de veille et suivi accompagnement des élèves, en particulier des classes d'examen CM2 et 3e, dès le 16 mars 2020. Et la stratégie de mise en œuvre de cette activité était une réunion restreinte pour s'adapter, bien entendu, à la pandémie de 5 personnes, à savoir l'IEF et son EG, le CODEC, le co-CODEC, c'est-à-dire le coordinateur des collectifs des directeurs d'école, le coordinateur des chefs d'établissement, COSEE, le chargé d'éthique, et ensuite la mise en place de groupes de travail à distance via la plateforme Teams. Et comme résultat attendu à cette activité, nous avons l'implication de toutes les parties prenantes pour une démarche inclusive et participative. Nous avons mis en place, donc nous mettons en place des exercices de renforcement tirés des plateformes numériques du MEN, cours en ligne via Facebook et WhatsApp chaque semaine. Avant la reprise et la reprographie des exercices proposés par la DE. Diapo? Diapo? Ensuite, à partir du 15 mai 2020, nous avons organisé un comité local, une rencontre du comité local de développement sur la reprise du 2 juin, dirigée par le sous-préfet. Donc, ça a été une rencontre comme stratégie de mise en œuvre, une rencontre avec le sous-préfet et tous les maires des 4 communes, le chef des services d'hygiène, la gendarmerie, dans le respect des mesures barrières. Et comme résultat attendu, nous avons l'implication des collectivités territoriales autour de l'école dans le contexte de la COVID-19. Autre activité menée, c'était la réception du matériel. Au sortir donc du CLD, les maires ont réagi, ils nous ont doté du matériel. C'était le 18 mai 2020. Et là, c'était la mise à disposition de l'IEF du matériel anti-Covid. Et par la suite aussi, nous avons reçu du matériel, n'est-ce pas, venant du ministère de l'Éducation nationale via les inspections d'académie. Diapo. Le 18 juin 2020, l'inspecteur d'académie a effectué une visite dans notre circonscription pour s'enquérir de la situation. Comment avons-nous mis à disposition tout ce matériel au niveau des écoles? Donc, après l'octroi du matériel par les maires et le ministère de l'Éducation nationale, nous, à notre tour, nous avons donc transmis tout ce matériel-là au niveau des écoles. Chaque école donc, a un dispositif sanitaire qui est mis dans son école. Donc, après cela,
il y a eu la mise en place du comité de veille d'accompagnement psychosocial au niveau de l'académie de Rufisque. Et ça, comme stratégie, il y avait une rencontre dans le respect des mesures barrières. Les membres du comité académique de veille et d'accompagnement psychosocial donc, ont été identifiés. Ils ont été aussi renforcés par le centre d'orientation, n'est-ce pas, c'est-à-dire le CAOSP. Il y a eu un renforcement de capacité par le CAOSP sur les techniques de détection liées au traumatisme de la COVID-19. Donc, on les appelait donc les relais. Ces relais-là, ils allaient dans les écoles pour essayer d'accompagner les élèves, d'accompagner les enseignants, n'est-ce pas, sur le suivi par rapport donc à cette pandémie. Il y a eu un partage de cahiers de charges pour apprendre à la maison pour les classes intermédiaires. Donc, vous voyez, nous n'avons pas laissé en rade les classes intermédiaires conformément aux recommandations donc, du niveau central. Et par rapport maintenant à ce suivi de ces classes intermédiaires, le ministère de l'Éducation nationale a doté toutes les IEF, n'est-ce pas, d'un réseau pour la reprographie. Il nous a aussi accompagnés en moyens donc, financiers pour les papiers, pour mettre à la disposition de des écoles tous les exercices tirés de la plateforme concernant ces classes donc, intermédiaires. Et nous en sommes maintenant aux préparations des examens. Mais avant cela, il y a eu la composition, une évaluation donc, des classes d'examen du CM2. Après cette évaluation, nous avons aussi un essai de la circonscription qui a été donc mené au niveau de la circonscription et préparant les examens de l'entrée en 6e et du CFE, nous avons organisé un CLD. C'était le 16 août 2020 pour évaluer les résultats et mettre en place des stratégies pour un bon déroulement des examens dans le contexte de la pandémie. Et aujourd'hui, vous voyez, depuis hier, nous organisons le BFM comme stratégie déroulement des épreuves, supervision des centres. Et là, c'est pour préparer les élèves de 3e à l'examen du BFM. Les activités menées durant les mois d'août et de septembre. Entre autres activités, nous avons l'évaluation des élèves des classes d'intermédiaire à travers l'initiative Apprendre à la maison, WhatsApp. Et là, nous évaluons comme résultat attendu les compétences des élèves, jauger le degré d'atteinte le degré d'atteinte, n'est-ce pas, des élèves. Objectif est s'assurer du bon fonctionnement du dispositif. À partir du 14 septembre, comme je l'ai dit tantôt, c'est l'organisation donc du BFM avec comme évaluation, comme résultat attendu, évaluation certificative des élèves de la 3e. Donc, vous verrez, je suis un peu myope, excusez-moi, je ne vois pas bien au niveau de l'écran. Donc, vous verrez que l'EF de Sangalkam n'était pas en reste dans l'adaptation face, n'est-ce pas, à cette pandémie, dans la mise en œuvre des activités conformément non seulement aux orientations du niveau central et aussi des initiatives qu'elle a prises à son sein. Et comme point fort de cette situation, c'est le respect, c'est un peu plus rapide que vous, j'ai dépassé tout ça. Diapo, voilà. Donc, un point fort. Nous noterons le respect des mesures barrières contre la propagation du coronavirus édictées par les autorités sanitaires n'a pas été un frein pour l'EF pour s'acquitter de sa mission de contrôle de l'action éducative appuyée en cela par les 7 codecs, je l'ai dit tantôt, c'est-à-dire les 7 coordinateurs, les présidents des coordinateurs des directeurs d'école. Le CAPEP, c'est le collectif donc les acteurs pour l'enseignement privé.
le COCE, le collectif des chefs d'établissement, le CODEPE, c'est le collectif donc des chefs d'établissement du préscolaire, les APE, les syndicats. Dans une démarche donc participative, toujours comme point fort, et inclusive, dans l'intérêt supérieur des apprenants, tout a été mis en œuvre pour réussir les différentes tâches de l'expression des besoins en matériel de protection à leur mise à disposition au sein des écoles, de l'inscription au groupe WhatsApp par les apprenants à l'envoi d'exercices validés à l'intention des classes d'examen, de la sensibilisation à l'écoute active des leçons radio diffusées à Bambilor. Vous noterez que 72 leçons de lecture et 72 leçons de calcul à diffuser pendant 3 mois à raison de 2 heures par jour à la propagation des diffusions et rediffusions. Et tout cela, vous verrez que c'est sur recommandation du niveau central, en l'occurrence le ministère de l'Éducation nationale. Et les limites ne manquent pas, à savoir qu'on peut citer pour les cours et les exercices servis aux élèves via WhatsApp et Facebook. Nous noterons la non-disponibilité des téléphones Android, le manque de données mobiles, l'absence du détenteur du téléphone au moment des directs, la difficulté de la planification, de la manipulation de l'outil, entre autres. Et en gros, diapo. Et comme recommandation, dans l'initiative Apprendre à la maison, nous devons achever l'inscription des enseignants et des élèves à la plateforme du CIMEN et à Google Classroom, parce que nous avions d'énormes difficultés pour toucher l'ensemble des enseignants pour qu'ils puissent accéder à la plateforme. Promouvoir des classes virtuelles en équipant les établissements de matériel informatique, ordinateur, tablette, numérique, autrement dit, un enseignant, un ordinateur, un élève, une tablette, si possible. Rendre gratuite la connexion Internet à tous les apprenants. Introduire l'enseignement des TIS dès l'élémentaire, je pourrais même dire dès le préscolaire. Dans la lutte contre la propagation du virus dans l'espace scolaire, nous pouvons noter le respect du protocole sanitaire par la mise à disposition des acteurs de l'école de matériel de prévention contre la COVID-19, masques, savon, gel antiseptique et produits d'entretien, de thermoplaste, etc. En quantité suffisante, comme la précédente année, et le respect de la distanciation. Donc, en gros, ce qu'on peut retenir donc, de cette situation, c'est que l'IEF de Sangalkam a pu s'adapter à cette pandémie en optimisant les acquis qui sont là, toujours partagés, et que, entre autres acquis qu'on peut retenir, surtout, c'est les effectifs qui sont amoindris pour les classes d'examen et le suivi permanent des parents à la maison. Parce qu'il y avait une connexion directe entre l'IEF et les parents d'élèves qui étaient chez eux, en passant par les directeurs d'école et les enseignants. Voilà, merci de votre écoute attentive en attendant les réactions. Merci beaucoup, Madame Lief, Fatoumata Diallo-Dramé. Si Bernard n'est pas parvenu à résoudre son problème avec le micro, je vais juste le suppléer pour vous remercier des initiatives qui sont prises au niveau local pour une bonne mise en œuvre du dispositif qui a été retenu au niveau national. Je retiens également que vous avez parlé du comité de veille et d'accompagnement psychosocial, qui est très important pour non seulement accompagner les élèves, mais aussi les apprenants. Mais aussi la synergie que vous avez développée
avec les partenaires de l'éducation, je veux dire les parties prenantes du système éducatif, qui sont mises à contribution. Et aussi d'autres initiatives relatives notamment à la mise à contribution des radios communautaires. Donc, nous vous remercions et j'invite aussi les participants à poser leurs questions sur le chat. Le chat n'est pas très dynamique, hein. Je vous invite à poser les questions aux panélistes. Et je demande aux panélistes aussi de surveiller le chat pour les questions qui leur seraient éventuellement posées. Merci beaucoup. Donc, à présent, Bernard, si tu permets, je donne la parole à Mme Awasen, qui est une enseignante clé en main, qui va qui va partager avec nous son expérience donc terrain. Madame Awa, si vous êtes en position, je vous donne la parole. Allô, Awa? Allô, oui. Oui, alors vous avez la parole. Voilà, votre présentation est en train d'être... voilà, allez-y. Bonjour, c'est Madame Awasen de l'école Plan Diakha 19. Je vais faire ma présentation. La rupture brusque des canaux naturels de transmission des savoirs due à la pandémie de COVID-19 a mis à rude épreuve et même bouleversé l'action éducative. Face à cette situation, les enseignants créent en main, de concert avec les directeurs, ont mis en place dans chaque établissement un comité de veille et de suivi accompagnement pédagogique. Yapo. Pour une réussite de la continuité des enseignements apprentissages, adossé sur le respect du protocole sanitaire. Et nous avons procédé comme suit, en 2 phases. Du 27 avril au 24 juin, nous avons eu à faire un enseignement à distance. Et comme activité, il y avait le suivi accompagnement des élèves des classes de STEM2. Et nous avons procédé par la création d'un groupe WhatsApp, une mise à disposition d'exercices de renforcement tirés des plateformes examen.sn et Despo Sénégal. En même temps, on se chargeait de la correction des exercices en ligne via WhatsApp. Et les résultats attendus, c'était que nos élèves puissent suivre à la maison grâce à la création de ces classes virtuelles. Et nous avons eu à observer que sur nos 126 élèves, il y a que 66 qui étaient inscrits dans le groupe WhatsApp, soit un taux de 60,31%. Et l'animation du groupe se faisait quotidiennement par nous, les titulaires de classe, de même que le directeur. Diapo. Pour la deuxième phase, du 25 juin comme activité, il y a le suivi du protocole sanitaire pour la reprise des enseignements apprentissages. Et nous avons eu à procéder comme suit. Nous avons réparti nos élèves en 7 cohortes de 18. Selon des critères bien définis sur la conduite du bien. Ensuite, il a fallu personnaliser les mentors sur ce, même qu'il y a eu l'équipement des élèves et des enseignants en matériel de protection contre la COVID-19. Par rapport à du protocole sanitaire, les résultats, nous avons eu à noter des points forts. Les groupes pédagogiques étaient à effectif réduit. Nous avons constaté des classes aérées, les outils d'écoliers individualisés. N'empêche aussi, il y a eu des points faibles. Les difficultés sont observées auprès des apprenants. Ils n'arrivaient pas à bien suivre avec le port continu des masques. Et il fallait aussi le respect permanent de la distanciation physique.
et ça a un peu posé problème aux apprenants. Diapo. Toujours dans l'enseignement en présentiel, du 25 juin au 20 août toujours. La dernière activité, c'était la mise en œuvre des enseignements-apprentissages. Et le résultat escompté, c'était les enseignements-apprentissages soient bien assurés. Et nous avons procédé comme suit. Il fallait élaborer des planifications des enseignements-apprentissages et des fiches pédagogiques par nous, les titulaires de classe, et validées par le directeur. Nous avons aussi vécu le réaménagement des horaires de travail de 9h à 14h. Il fallait aussi la supervision des classes tenues par les enseignants assistants. De même, la reprographie journalière des exercices de renforcement donnés via WhatsApp. C'était un rattrapage pour les non-inscrits dans le groupe, mais aussi une révision pour les élèves qui étaient dans le groupe. Il y avait aussi une évaluation standardisée des enseignements-apprentissages par l'organisation du CFE blanc pour préparer nos apprenants à l'examen final. Il y a aussi une campagne de sensibilisation sur l'initiative Apprendre à la maison, à l'intention des classes intermédiaires pour la création de cercles d'écoute des leçons radio diffusées à Bambilor FM. Pour cette dernière activité, comme point fort, il y avait le travail collégial au sein de l'équipe pédagogique. Tous les enseignants travaillent ensemble, les titulaires comme les assistants. Il y avait aussi un suivi régulier des élèves, facilité par le petit effectif. Il y a eu aussi le réaménagement des horaires de travail des classes, comme je viens de noter ça, de 9h à 14h. Comme point faible, il y avait une difficulté d'adaptation de quelques élèves devant les enseignants assistants. Diapo. Au regard de l'expérience que j'ai eu à vivre à l'école durant cette pandémie, j'ai réalisé que notre système éducatif n'est pas bien place à des situations inattendues, comme les catastrophes, la pandémie ou bien guerre. Et je me demande si fermer brutalement les écoles et chercher les solutions était-elle la voie. La capacité de résilience ne devrait souffrir aucunement devant les situations les plus extrêmes. Notre classe, l'espace de vérité, a vu ses acteurs remodeler leur comportement et il a fallu s'accommoder aux nouvelles lois édictées par les autorités sanitaires. Et ça n'a pas été du tout facile. Diapo. Par rapport aux contraintes, sur le terrain, nous avons aussi noté quelques difficultés. Il fallait assurer un traitement spécial aux élèves souffrant de maladies. Il y avait aussi le manque de téléphone portable Android, le manque de connexion, de même que l'absence du détenteur du téléphone au moment des directs. La difficulté dans la manipulation de l'outil pendant les cours à distance. Il y avait aussi une difficulté majeure à évaluer le suivi des leçons diffusées à travers les zones des radios communautaires, notamment Bambilor FM. Diapo. Par rapport aux recommandations pour la réouverture des classes, je vais revenir sur quelques points. Il y a eu le réaménagement des horaires de classe en fonction des groupes pédagogiques. Il y a eu l'initiative Apprendre à la maison. Il fallait inscrire tous les élèves dans la plateforme du SUMEN, Système d'informatique et de management de l'éducation nationale. La construction aussi de centres informatiques et équipements des écoles en matériel comme ordinateurs, tablettes numériques, caméras. Faciliter l'ouverture de pages Facebook aux structures d'enseignement, mais aussi rendre gratuite la connexion Internet à tous les apprenants pour que l'enseignement à distance puisse se faire sans problème. Dans la lutte contre la propagation du virus dans l'espace, il fallait le respect du protocole de sécurité sanitaire par la mise à disposition des structures scolaires de matériel de prévention contre la COVID-19 et le respect de la distanciation physique en divisant
chaque classe en 2 groupes pédagogiques, au moins sous la conduite de la maîtresse titulaire. Sur ce, je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Awa, Madame Awa Sen Diouf, pour avoir partagé l'expérience relative au dispositif mis en œuvre au niveau école, mais au niveau classe, tel que vécu par l'enseignante que vous êtes. Et aussi pour avoir partagé les points forts, les points faibles ou bien les contraintes pour une bonne mise en œuvre de ces dispositifs. Nous notons aussi les recommandations que vous avez bien voulu formuler. Sur ce, nous passons à la deuxième session de ce webinaire consacrée aux questions et aux réponses. Je pense que José, qui a en charge de ce volet, peut partager avec nous les questions qui ont été adressées aux panélistes, mais les panélistes aussi peuvent regarder au niveau du chat pour voir les questions qui leur sont adressées. Donc, les questions continuent de tomber. Donc, José, je vous donne la parole pour relayer ces questions-là. D'accord, salut. Merci beaucoup de me passer la parole. Quand j'ai essayé de regarder dans le chat, la première impression qui ressort de là, d'abord, c'est des messages de reconnaissance, des remerciements pour les différentes transactions qui sont passées là. Donc, c'est la première impression qui se dégage du chat, c'est vraiment de la reconnaissance. Ensuite, il y a aussi des questions qui sont soit orientées vers des panélistes précis ou alors des questions qui peuvent être répondues par n'importe lequel des panélistes. Donc, je vais rapidement commencer par des questions qui sont orientées vers des individus spécifiques. J'ai une question qui, je pense, elle est posée à l'âme. Donc, c'est celle de savoir, la question, elle est posée par, elle est posée par M. Charlemagne, de savoir quelles sont les stratégies qui sont prises pour garantir l'équité dans l'éducation, dans la stratégie d'éducation à distance. Je ne sais pas si l'âme peut répondre à cette question. Je pense que c'est à elle que la question s'adressait. On verra la suite. Merci beaucoup, Edmond. Je pense que pour cette question, je vais laisser le soin à l'IGF, qui a coordonné l'ensemble des modalités techniques pour toucher toutes les couches, donner des éléments de réponse. Bien. Donc, merci, Monsieur Le Depré. Les stratégies prises pour garantir l'équité. Dans notre propos, nous avons montré qu'en réalité, pour chaque canal utilisé, on a constaté des limites. Et c'est par rapport maintenant, comme palliatif, à chaque fois, nous avons proposé une solution de contournement. Si je prends le canal TNT, on ne l'a pas en taux de couverture au niveau national. On s'est dit il faut utiliser la radio-télévision donc nationale. Ça nous permettait d'entrer dans plus de foyers. Mais il y a des zones où on n'a pas l'électricité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que s'il y avait la télévision, il y avait les plateformes. Mais dans des zones enclavées, qu'est-ce qu'il faut faire là où il n'y a plus aucune de ces sources d'énergie? On s'est dit il faut des versions physiques. Les acteurs du niveau déconcentré ont montré que donc, dans une logique donc de cohérence, chaque circonscription, disons même chaque école, en fonction de sa spécificité, est partie des orientations nationales à intégrer l'ensemble des ressources qui ont été donc les ressources qui ont été produites au niveau national, mais cela ne les a pas empêchés au niveau local de produire leurs propres ressources. Parce qu'il y a des choses, seul le directeur d'école, le principal de collège, le proviseur, ce sont ces acteurs-là qui ont exercé leur leadership pour être véritablement aux côtés des apprenants. Selon maintenant les localités, on s'est rendu compte que
disons, la matérialisation de ce dispositif, c'était à des vitesses différentes. Nous avons cherché à utiliser les réseaux sociaux. Si vous allez sur YouTube, il y a possibilité d'avoir ces ressources. Nous avons utilisé les smartphones. Nous avons utilisé les radios communautaires. Mais il est très clair aujourd'hui que nous avons cherché à minorer en sachant pertinemment qu'il y a certainement une frange de cette population qui a été laissée en rade. Et c'est ce qui justifie ce mois de consolidation qui a été retenu avec, au démarrage, un pré-test dans chaque classe, avec maintenant un post-test au terme de ce travail pour permettre de mieux orienter encore le reste de l'année scolaire 2020-2021, avec possibilité de prolonger encore cette année scolaire d'1 mois et demi pour résorber véritablement ce gap que nous avons. Mais qu'il faut relativiser. Au moment où survenait cette crise, les 2 premiers trimestres pour l'élémentaire étaient déjà bouclés. Ce qui n'avait pas été, la collecte d'informations nous a révélé que les paliers 3 et 4 n'avaient pas été correctement touchés. Nous avons conçu des ressources. Au niveau du moyen secondaire, nous nous sommes rendus compte que nous étions à 1 mois et demi pratiquement de l'arrêt des cours et que donc il était possible de compenser. Mais tout cela mérite d'être documenté. Il faut que nous y sommes. Nous sommes en train de voir ce qui a été réellement fait pour réduire, pour garantir autant que faire se peut cette équité au moment de la reprise. Parce que là, c'était juste des stratégies pour réduire le décrochage, des stratégies pour accompagner les apprenants en enseignant autrement. Je vous remercie. OK, merci pour... Je ne sais pas si un autre panéliste voudrait ajouter quelque chose à cette intervention. Bon, je pense que oui. Vous pouvez aller à d'autres questions. Voilà. Peut-être ajouter une chose qui a été omise, c'est qu'en parallèle, nous avons assuré la continuité pédagogique aussi pour l'enseignement des élèves-maîtres qui sont dans nos centres régionaux de formation des personnels de l'éducation, en capitalisant ce que nous avions donc dans le cadre de la mise en œuvre chez nous de l'initiative IFADEM. Initiative pour la formation donc francophone pour la formation à distance des maîtres. C'est ce qui a été capitalisé et aujourd'hui, c'est ce qui va nous permettre de mettre à la disposition du système à date échue les maîtres qui doivent donc prendre en charge les nouvelles classes. Je vous remercie. OK. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Je vais donc rapidement passer à une deuxième question. La stratégie du Sénégal fait mention des équipements et également de la connexion Internet. Donc, c'est le même participant qui pose la question à ce sujet-là. Donc, celle de savoir les dispositions concernant les tablettes pour les apprenants et les ordinateurs pour les enseignants. Quand est-ce qu'elles seront effectives? Ensuite, quand est-ce que cela sera aussi effectif, même pour les écoles, même pour les établissements privés? Donc, la question, elle est ouverte. Chacun des panélistes peut apporter des éléments de réponse. Voilà, merci beaucoup. Je peux apporter des éléments de réponse par rapport à cette question. Peut-être qu'elle sera complétée par les autres. En fait, dans ma communication, je disais que pour que ces enseignements-apprentissages puissent avoir de succès, il serait bon que les élèves soient dotés de tablettes ou d'enseignants. Ça, c'est une forte suggestion. Une forte suggestion de l'IEF de Sangalkam, soit auprès des autorités du niveau central et pourquoi pas même surtout des autorités des services décentralisés. Surtout avec l'accompagnement des maires. Si dans chaque commune, le maire peut faire une dotation
d'ordinateur à ses enseignants ou bien à ses élèves, cela faciliterait cet apprentissage à apprendre à la maison. Donc, c'est un peu pour recadrer la question. D'accord? OK, merci pour la contribution. Comme j'ai dit, la question du participant avec deux volets. Donc, un autre volet aussi est relatif à la gratuité de la connexion Internet pour les apprenants. Comment cela va-t-il réellement se passer? Est-ce qu'il y a des éléments, des réponses? Est-ce que vous pouvez donner quelques détails sur la faisabilité de cette gratuité-là? Je vais donner la parole au directeur d'école de Jahaï, s'il peut intervenir. La gratuité de la connexion dans les écoles. Monsieur? Voilà, merci. Je peux? Oui, allez-y. Voilà, par rapport à la question de la gratuité de la connexion au niveau des écoles, je crois qu'on va aller dire qu'on peut aussi... il y a un bruit là. Tout de suite, Voilà. À partir de l'initiative IPADEM, à partir d'un partenariat, on peut avoir des partenaires qui peuvent, comme ce qui a été à IPADEM, qui peuvent financer les écoles pour avoir accès à Internet au niveau de tous les élèves. Mais également, les organisations comme le CGE et du CGE, mais également les APE, pour essayer d'appuyer les écoles en les dotant de connexion Internet, parce que c'est aujourd'hui un outil pour financer ce volet connexion Internet au niveau des écoles. Ndiaye, tu peux intervenir. On ne l'entend pas, hein? On n'entend pas bien. Vous n'entendez pas? Non. IF, est-ce qu'on peut à ce sujet donner la parole à la doyenne ou au DPRE pour qu'ils nous disent s'il y a des initiatives au niveau national dans ce sens pour assurer une gratuité ou bien en tout cas des démarches envers les maisons de téléphonie? Bon, peut-être je peux très rapidement dire que en réalité, on s'est rendu compte à l'épreuve que la couverture, pour ce qui est de notre écosystème, il y avait un travail de... Ton caméra. Allô? Allez-y, allez-y. Bien, pour ce qui est de notre écosystème, effectivement, il y a un travail à faire et depuis déjà le début de cette crise, c'est même antérieur à la crise, nous sommes avec l'ADIE qui accompagne donc le ministère de l'Éducation pour donc là où il n'y a pas cette couverture, avoir la possibilité d'un élargissement. Autre initiative déjà en cours, relancer, redynamiser le partenariat avec les opérateurs économiques qui s'occupent, excusez-moi, les opérateurs qui s'occupent de téléphonie, notamment la Sonatel. Pour ce qui est aussi des tablettes, je sais qu'il y a des partenaires qui sont là, prêts à accompagner le ministère. Et surtout, nous sommes en train de voir s'il ne faut pas, disons, on ne fait pas de fixation sur l'outil. Ça peut être un smartphone, ça peut être une tablette, ça peut être un ordinateur. L'essentiel, c'est que nous puissions doter l'apprenant donc du matériel dont il a besoin pour pouvoir suivre les cours. Mais il faut comprendre que l'option digitalisation est inscrite au cœur du paquet, mais que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Si nous voulons réussir cette reprise, il nous faut faire des projections réalistes, réalisables, au sens où nous devons tenir compte de cette dimension soutenabilité financière. C'est très clair, des initiatives sont prises,
il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont d'acteurs, de partenaires, entre autres l'UNESCO, qui nous a donc permis d'avoir dernièrement 200 tablettes pour l'ensemble des acteurs qui interviennent dans la chaîne de production des ressources. Mais ce qu'il faut, c'est se rapprocher de la classe, trouver des modalités, des stratégies qui nous permettront, avec ou sans l'outil donc numérique, sans ce recours à la digitation, de toucher quand même l'apprenant. Et nous sommes en train de documenter tous ces aspects. Parce que la bascule ne peut pas se produire du jour au lendemain. Ce ne serait pas réaliste d'avoir cette entrée pour aller vers la reprise. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame la doyenne. Je pense que c'est des réponses qui vraiment sont encourageantes. Et vraiment, j'encourage, excusez la répétition, les uns et les autres à suivre cette voie-là pour permettre aux élèves et aux maîtres vraiment d'accéder au maximum de ressources. Cela ne fera que bénéficier à la qualité du système, donc des activités d'enseignement-apprentissage. Allô, salut. Je voudrais peut-être interpeller un tout petit peu Awasen, parce que l'IGF a parlé de soutien psychosocial, et je voudrais savoir si les enseignants ont bénéficié réellement de ce soutien, et si elle peut donner un exemple concret par rapport à ce soutien-là, ou un autre soutien dont ils ont bénéficié en tant qu'enseignants. Awa, en 1 minute. Allô? Allô, oui. Awa? Oui. Oui, vous pouvez nous parler. Oui. Allez-y. Nous avons eu à sensibiliser nos élèves. Chaque matin, avant de faire tout, il fallait sensibiliser par rapport à la pandémie. Pour que les élèves puissent suivre. C'est ce que nous avons eu à faire. Chaque matin, avant de commencer, à 9 h, on fait une petite notification par rapport à la pandémie, par rapport aux gestes barrières, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Ok. C'est bien. Directeur? Oui, rapidement, Madame Lief, avant qu'on ne termine. Voilà, par rapport, puisqu'on parle de soutien psychosocial, soutien matériel, pédagogique, de l'IF vers les écoles, en passant par les enseignants jusque vers les élèves, nous avions fait un séminaire de renforcement de capacité sur les signes, n'est-ce pas, de traumatisme liés à la COVID-19 à tous les représentants de chaque école. Donc, un maître, une école représentée, y compris leur directeur d'école. Donc, c'est pour les accompagner de manière psychologique. Et ça a été organisé par l'inspecteur d'académie via le KOSP. Ensuite, les inspecteurs passent dans les écoles, n'est-ce pas? Non seulement pour un contrôle pédagogique, mais aussi pour un contrôle du respect du dispositif sanitaire qui est mis en place dans l'école et dans la classe. Donc, tout cela a été fait par les inspecteurs adjoints. Et voilà. Salut. Allô, salut. Allô? On vous entend, allez-y. Allô, salut. Allô? On vous entend. Ah, ok. Salut, je voudrais compléter un peu sur le soutien psychosocial. Allez-y, salut, on va revenir. Allez-y. Ah, ok. Donc, je vais m'excuser parce qu'à 12h30, il va falloir que je quitte un peu la réunion pour une autre réunion. Et je voudrais en profiter pour compléter un peu sur le soutien psychosocial, sur la question de l'acquisition des tablettes, le financement. Et je vois que dans le chat, il y a une question globale posée par M. Saïd du Mali sur le financement.
du plan de résilience. Je vais intervenir sur ces 3 questions, ensuite m'excuser. Allez-y, allez-y d'après. Allez-y d'après et juste après vous, on va procéder au mot de la fin. OK, merci beaucoup. Maintenant, par rapport au soutien psychosocial, c'est vrai qu'il y a des initiatives au niveau de chaque circonscription, comme Mme Lief l'a évoqué tantôt, mais au niveau macro, au niveau national, on a eu un dispositif où on a eu le CNOSP, c'est la direction chargée de l'orientation, avec des psychologues conseillers, qui a été mise en avant par M. le ministre, et avec l'appui de la coopération italienne dans le cadre d'un projet, le PACEP, et de l'AFD dans le cadre d'un autre projet, le PADES. On a mis en place un dispositif qui a ciblé prioritairement les zones les plus touchées par la pandémie, notamment l'Académie de Diourbel, l'Académie de Tamba, Thiès et Ziguinchor. Et au niveau de ces 4 académies, il y a tout un dispositif en rapport avec les KOSP et les IME, les inspections chargées des aspects médicaux, où on a tout un plan de prise en charge des enfants vulnérables et des enfants qui ont été atteints, et l'accompagnement à la fois de l'enfant, des structures, des écoles, mais aussi des familles, pour qu'on puisse vraiment les prendre en charge sur le plan psychosocial. Ça, ce n'est pas déployé spécifiquement dans l'Académie de Dakar, c'était un choix. Et globalement, ce sont les académies les plus impactées ou qui ont été prises en charge, puisque les moyens n'étaient pas assez suffisants. Sur la question de l'acquisition des tablettes, je vais peut-être compléter aussi la réponse de l'IGF. Toujours dans le cadre d'un projet qui a été mis en place, Promet, placé sous la tutelle pédagogique de Mme l'IGF et de Simen, c'est notre SIG local. On a mis dans le cadre du PADES et dans le cadre du PACEP, PADES avec l'AFD et PACEP avec la Banque mondiale, des lignes qui permettent vraiment de doter en tablettes des zones pilotes. Il faut mettre dans la balance l'idée de l'IGF, la soutenabilité. Il est vrai que c'est un matériel très cher et c'est extrêmement difficile de procéder à une dotation universelle. Et là, on a fait un arbitrage et dans le cadre de ce projet, on a fait l'option de cibler les zones les plus déshéritées pour aller un peu vers l'équité, en se disant que les zones urbaines ou les zones nantis sont déjà des zones où les élèves flirtent avec ce type de matériel. Donc là, ça va aller progressivement. Au fur et à mesure qu'on va se déployer, on va voir par rapport aux années à venir comment faire pour qu'on puisse vraiment généraliser l'installation de ces équipements-là. Elle a évoqué aussi l'appui de l'UNESCO dans un projet pilote avec les 200 tablettes, mais aussi la formation des enseignants et l'installation d'antennes pour pouvoir vraiment offrir une connexion gratuite dans les zones difficilement accessibles, les zones qui, pour le moment, ne bénéficient que de versions physiques de fascicules parce que la couverture numérique n'est pas une réalité. Je vais peut-être, avec votre permission, répondre à la question de Saïd, que j'ai puisée du chat, sur le financement global de ce dispositif qui nous revient assez cher quand même. Dans ma présentation, j'avais déjà dit qu'on avait élaboré un plan de résilience budgétisé et le budget global de ce plan s'élevait à 13 milliards. Vraiment un budget très ambitieux. Mais on a joué sur la complémentarité dans le mode de financement entre les sources. Et on verra qu'on a 4 types de sources de financement. On a déjà les projets qui existaient au niveau du ministère avant Covid, qu'on a dû restructurer pour les réorienter vers les nouveaux besoins, les besoins émergents. C'est avec la coopération canadienne, le projet RAP, c'est avec l'AFD, le projet PADES, c'est avec la coopération italienne, le projet PACEP, avec la Banque mondiale, le projet PACEP. Pour tous ces PTA de cette année, on a dû revoir la planification, voir ce qui était faisable, comme les élèves n'étaient pas dans les classes, et réorienter pour pouvoir couvrir un certain nombre d'aspects. La seconde stratégie de financement, ce sont des contributions directes, toujours des partenaires comme l'UNICEF, avec notamment les kits de lavage de mains, avec l'UNESCO, des contributions directes à la fois au niveau central comme au niveau déconcentré, mais aussi des syndicats d'enseignants qui sont venus remettre directement leurs contributions à M. le ministre. On a aussi comme troisième source de financement l'appui Covid
du PME à hauteur de 4 milliards de francs CFA, 7 millions d'euros. C'est un peu les projets qui ont été lancés pour tous les pays. Et là, c'est devenu une réalité et ça a été vraiment une source extraordinaire pour préparer notamment la grande réouverture par l'acquisition de tout le matériel qui est nécessaire pour accompagner ces écoles-là. Ensuite, on a la source État avec le financement des plans de résilience des ministères où on a eu une contribution qui nous a permis de pouvoir assurer la première réouverture des classes d'examen. Ce qui fait que vraiment, on a beaucoup de partenaires qui, c'est le moment de les remercier, qui nous ont accompagnés dès qu'on a décidé de reprendre, mais aussi qui sont en train de nous accompagner sur le dispositif de résilience. Donc, c'était peut-être cette question-là que j'ai pu repérer en termes de financement. Si vous ne voyez pas d'inconvénients, je souhaiterais peut-être quitter la réunion et laisser l'IGF coordonner la participation du ministère. Sal, merci. Merci beaucoup, Després. Merci. Je pense que nous sommes même arrivés au terme de ce webinaire qui devrait durer 90 minutes et nous sommes à notre 95e minute. Donc, il nous revient simplement de dire le mot de la fin en vous remerciant encore une fois. Remercier vraiment le ministère de l'Éducation du Sénégal, comme je l'ai dit au début de mon propos préliminaire, pour avoir mis à notre disposition des voies autorisées, telles que le directeur de la planification de la recherche, la doyenne de l'IGF, une inspectrice de l'éducation de la formation, une enseignante, pour, dans une approche verticale, nous faire part vraiment de toutes les initiatives qui sont prises pour mener à bien le processus de réouverture. Je pense que les uns et les autres ont beaucoup appris, ils ont eu des informations et des recommandations qui sortent de ce webinaire pourraient